C'était attendu et tout suspense était épuisé depuis que le président Alassane Dramane Ouattara a confirmé sa démission prochaine. C'est désormais officiel. Guillaume Kibafori Soro a rendu sa démission vendredi dernier de son poste à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'était après une brève session extraordinaire qu'il avait convoquée. À cet instant précis, je rends ma démission du poste de président de l'Assemblée nationale, a-t-il déclaré dans un discours succinct. Il est revenu sur les circonstances de cette démission. Elle fait en effet suite à son refus d'adhérer au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la PRHDP du président Alassane Dramane Ouattara. La réaction de ce dernier qui maintient qu'il n'est pas question d'empêcher qui que ce soit de candidater pour 2020 sera sans aucun doute scruté et analysé au cours de cette émission. Débat Côte d'Ivoire, démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée. Quelle implication d'ici à la présidentielle de 2020? Telle sera la trame de l'émission du jour qui reçoit pour vous deux invités, pas des moindres. Nous vous les présentons juste après ceci. Et sur ce plateau, aujourd'hui, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Face à vous, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de protection et de sécurité. Vous êtes également président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Aimé Tiefa, ma première question est pour vous. La démission, je dirais, d'une personnalité du rang de Guillaume Soro, est-ce que c'est un fait banal dans une république comme la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Merci. Aucune démission n'est banale. Lorsqu'il y a démission, soit il y a un problème auquel on n'a pas encore réussi à trouver de solution, soit il est promu à un autre poste et il veut entrer dans ses nouvelles fonctions, ou alors carrément il y a une crise entre l'autorité qui l'aurait nommé ou ses pairs qui l'auraient élu à cette fonction. Dans tous les cas, la démission est un indicateur de ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de ce qu'il y a une situation qui est anormale, à laquelle il faut trouver une solution pour ne pas stagner. Alors, Souleymane Hamzat, est-ce que techniquement, puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire, de Guillaume Soro, l'homme a déclaré qu'il n'a pas voulu rentrer dans le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et donc qu'il a été contraint à la démission, qu'on lui a fait deux choix, soit d'entrer dans le RHDP pour conserver son poste, soit de partir, et qu'il a choisi de partir. Est-ce que, selon vous, techniquement, c'est déjà un langage de vérité? Et si oui, si c'est un langage de vérité, est-ce que normalement, cela pourrait se défendre? Il s'est passé, à mon avis, un jeu politique de haut niveau que j'aimerais soulever ici. Et tout est parti de la modification de la Constitution, où Guillaume Soro, qui était constitutionnellement le deuxième personnage de l'État, s'est retrouvé relégué au quatrième rang. Le deuxième paramètre, c'est que après cette démission, on a constaté qu'il y a un certain nombre de pressions sur tous ces partisans qui suivent la même ligne que lui et qui est contraire à celle du RHDP. Je ne le cite pas. Le troisième point, c'est qu'il y a une crise aussi au niveau militaire, qui ne dit pas son nom, mais que nous aurons l'occasion d'analyser au cours de ce débat. Et le quatrième point, enfin, c'est, bon, pour revenir à ce que le président Ouattara a déclaré sur RFI ce matin, qu'il n'a aucun problème avec Soro. Je pense que quand on est contraint à une démission, on ne vient pas dire des gens comme nous, n'est-ce pas, qu'il n'y a aucun problème. Il y a certainement quiproquo quelque part. Voilà. Est-ce que, techniquement, cela peut se défendre de contraindre un homme à la démission sous le prétexte qu'il n'a pas accepté de rentrer dans une coalition, alors même qu'il est élu, il a été élu régulièrement par ses pairs, porté à la tête du Parlement ivoirien? Est-ce que, selon vous, le fait de l'avoir obligé, puisqu'il l'a affirmé, c'est officiel, l'avoir obligé à quitter son poste, peut se défendre? Au sein d'une organisation politique, un acteur politique peut être contraint à la démission. Pourquoi? Parce que les fonctions auxquelles vous accédez en politique, soit c'est par élection ou par nomination. Alors, lorsque vous en arrivez
à l'exercice du pouvoir public, que ce soit par nomination ou par élection, dans tous les cas, vous avez forcément des parrains où vous prenez votre pouvoir de certaines personnes qui sont vues ou qui ne sont pas vues. Vous savez très bien que l'élection de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale est l'œuvre du président Alassane Ouattara. La majorité qui s'est consolidée autour du président Guillaume Soro pour donc le porter à ce niveau-là est une majorité concoctée et mise en place par le président Ouattara. Soit en termes d'issue, soit il démissionne de lui-même, ou alors le président Ouattara rappelle ses troupes, donne un mot d'ordre qui va donc à l'encontre de Guillaume Soro et il peut subir un vote de défiance. Mais en tant que bon animal politique, il a compris qu'il faudrait mieux faire profil bas et choisir simplement l'option de l'autodémission, qui pourrait être encore comprise ici comme un acte de courage, puisque dans tous les cas, il peut dire « j'ai démissionné », plutôt que « on m'a débouté » ou « j'ai été contraint à abdiquer ». C'est vrai, il n'est pas un roi, mais on peut utiliser l'expression, puisque ça se dit en sociologie politique. Donc, dans tous les cas, il y a contrainte, parce que n'oubliez pas que pratiquement, à partir de 2017, les soupçons avaient déjà commencé. Lui-même a dit aux dignitaires de sa localité qu'il a reçu qu'il est en train de réfléchir, qu'il est en train de se préparer pour quitter ses fonctions dans lesquelles il est à l'Assemblée nationale. Il demeure toujours député à l'Assemblée nationale. Et en son temps, il leur déjà avait évoqué des raisons liées à sa famille et à ses études, puisqu'il est parti également pour faire une thèse en finance à l'université d'Harvard aux États-Unis, même si c'est une deuxième raison, mais ça n'est une qui est fondée. Et puis le président Guillaume Soro, j'ai eu l'opportunité de le voir une ou deux fois, il parle très bien anglais. Bon, même si ce sont des raisons de façade, elles contiennent quand même des substances qu'on ne saurait balayer tout de suite. Donc, dans tous les cas, il a choisi l'option qui, en ce moment, l'aurait arrangé et il n'a pas agi à la va-vite. Il a fait des consultations. Il a consulté le président Obasanjo, il a consulté le président Sassou Nguesso. Donc, il a eu le temps d'analyser les options possibles, les scénarios possibles et il a fini par choisir celui-là. C'est un animal politique, certainement, il a fait profil bas pour mieux bondir au sein de l'arène politique, puisque visiblement, il a des ambitions par rapport à 2020. Il ne l'a jamais caché. Pendant les 10 ans où Gbagbo était au pouvoir, c'est lui qui était au front, qui a tenu la maison pour le président Alassane Ouattara, qui est son mentor. Eh bien, aujourd'hui, qu'il y ait du rififi dans ces relations-là entre le président Soro et le président Ouattara. Le président Ouattara a d'ailleurs déclaré qu'il n'y a absolument aucun problème entre lui et le président Guillaume Soro. C'est un langage politique, politiquement correct. Parce que avoir les deux hommes, l'histoire remonte à bien avant la crise électorale. Ils sont même soupçonnés, en guillemets, d'avoir été de connivence pour tout ce que vous connaissez comme un événement militaire, le coup d'État, la rébellion, etc., etc. La crise post-électorale. Ceci étant, ils entretiennent des rapports qui sont sûrement des rapports, pas de force, mais des rapports de collaboration. Et Dieu seul sait que Soro doit avoir en lui et maîtriser un certain nombre de secrets du président Ouattara, vu tout le parcours qu'ils ont fait ensemble. Cela, de l'autre côté aussi, ça avait aussi une vérité, que quand le président Ouattara dit, bon, il n'y a rien, non. Pour un novice politique, oui, il comprendra ça comme ça, mais pour nous, les gens avertis, parce qu'il a bien dit qu'il n'y a aucune alternative qui lui a été donnée. Et donc, il n'a pas eu la chance de se défendre. Mais qu'est-ce qu'il dit que Soro n'a pas tenu aussi un langage politique dans ce cas-là? Non, ce n'est pas exclu. Je redis ce qu'il a dit. Il dit aucune alternative. Dieu même sait qu'aucune alternative m'a été donnée. Ça veut dire qu'il a tout essayé
pour rester, mais le choix ne lui a pas été donné. Et là, moi, je trouve que c'est pas politiquement sain. J'aurais manœuvré autrement. Dans le cas du président Ouattara, en demandant peut-être à un député de soulever la question au Parlement et de demander son départ, mais que ça vienne du président Ouattara et déclarer publiquement que le président Soro rendra sa démission, je trouve pas ce jeu-là assez sain. J'aurais préféré que le RAD, au sein du RHDP, qu'un groupe de personnes, une personne ou un consortium se dégage pour dire, bon, puisque vous n'êtes plus dans notre ligne politique, nous, on ne peut pas continuer à se faire contrôler ou diriger par vous. Quelques députés l'avaient dit, notamment en décembre, où un des cadres, éminents cadres donc, du RHDP en construction avait dit, s'il ne rentre pas dans le RHDP, eh ben, il devra libérer le fauteuil. Oui, mais ça n'a pas été un langage officiel. C'était juste lors des échanges qu'il a sorti un truc comme ça. Moi, j'aurais préféré que cela se fasse dans un cadre un peu plus politiquement correct. Où on dit, voilà, il y a eu des élections, vous avez été nommé président, ça ne va plus. Vous n'êtes plus avec nous du point de vue idéologique. Il n'est plus question que vous soyez à la tête de l'Assemblée nationale et que cela fasse l'objet de lettres courante, n'est-ce pas, administrativement courante. Mais qu'on aille, et le président, parce que là, on a comme une impression d'intervenir, n'est-ce pas, dans le jeu un peu législatif. C'est l'impression que ça donne, et à mon avis, c'est pas sain. Voilà. Bon, je voudrais nuancer quelque chose. Bon, c'est parce que le RHDP a une écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Sinon, ne pas partager. Encore que ce n'est pas un problème d'idéologie, à mon avis, puisque chacun d'entre eux est en train d'affûter ses armes pour 2020. Guillaume Soro lit dès maintenant que ce RHDP est un faux RHDP. Comment donc? À partir du moment où vous n'avez plus les oufouettistes de souche, le parti politique de Félix Houphouët-Boigny n'est plus là. Le président Henri Konan Bédié n'est plus là. Donc, vous voyez, c'est une portion qui n'est pas moitié, qui n'est pas complète, mais qui, évidemment, n'est pas congrue non plus. Alors, lui, il a estimé que cette machine ne pouvait pas les amener à gagner les élections. Lui, il veut gagner des élections. Ou un peu. Alors, cette lecture-là lui a permis, d'accord, de dire non, je ne veux pas me rallier à ce RHDP-là. Alors, ce n'est pas une question d'idéologie, ça. Est-ce que ça touche le développement de la Côte d'Ivoire? Comment apporter de l'eau? Comment répondre aux politiques publiques de santé? Absolument non. Tout sauf cela. Il s'agit essentiellement de politique. Il s'agit de stratégie politique, de comment gagner le pouvoir. Dès lors qu'en matière de stratégie, il ne pense pas la même chose, cela ne signifie pas systématiquement qu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Non. Cela signifie, logiquement, en termes d'implication, que eux autres, notamment les RDR et les petits partis satellites, ne peuvent plus lui accorder leur soutien, mais peut aller en chercher chez les autres. Et dit, je reste au sein de cette Assemblée nationale, je vais constituer moi aussi ma majorité, allons à un vote de défiance et on va voir ce que ça va donner. Mais pour le faire, c'est que, est-ce que le terrain était préparé avant? Est-ce que ce n'est pas tard par rapport au moment où il avait su? Tel que je connais Guillaume Soro, dans tous les cas, il n'acceptera jamais dire non sans avoir déjà fait quelques consultations, sans avoir palpé quelques domaines pour s'assurer que c'est sec, ce n'est pas mou. Maintenant, je rappelle que Adama Bictogo, qui a été l'ancien ministre, qui a été chargé d'organiser le congrès du RHDP aussi, avait déjà dit depuis que Guillaume Soro allait partir. Vous savez bien qu'il est dans les secrets du président Ouattara. Ce n'est pas aussi un secret que ce n'est pas la bonne entente entre trois éminentes personnalités du gouvernement et lui, à savoir le ministre des Affaires étrangères, Tano, le ministre de la Défense, Bakayoko, et ensuite le Premier ministre, Gon Coulibaly, qui ne sont pas n'importe qui dans l'équipe. Alors, il faut dire que tout ce qui se passe, essentiellement, est inscrit dans la logique et la droite ligne de stratégie politique en vue de 2020.
Voilà, Guillaume Soro, candidat en 2020, c'est déjà officiel selon vous. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que cela va se matérialiser? Ou bien il y a encore possibilité qu'il ne candidate pas et qu'il accorde son soutien visiblement à autrui qu'au candidat RHDP, ou pourquoi pas encore au candidat RHDP? En une petite minute, j'aimerais faire un éclaircissement par rapport à ce que je disais tantôt, oui, au sujet de l'idéologie. Je veux parler de l'idéologie politique. Soro est un marxiste, il le déclare tout le temps. Le président Alassane Ouattara est de la... Capitaliste. Non, il est libéral. Il a tout. Bon, moi, j'utilise les mots, les termes qu'ils utilisent. Il est libéral, comme il le dit souvent. C'est en cela que je disais non, que ça aurait joué sur l'idéologie. Parce que si nous ne voyons pas les choses de la même manière, il est tout à fait normal que nous ne soyons pas du même bord. Donc, ce n'était pas forcément un mariage... C'était pas un mariage de fond, c'était un mariage de circonstances. Maintenant, pour en venir à votre question, si vous voudrez bien me la rappeler, je crois avoir... Oui, je vous demandais si Soro candidat en 2020, c'est officiel et dans quelle proportion, quelle possibilité. Il a bien dit. Moi, j'ai écouté et réécouté le discours. Il dit, je démissionne pour me lancer dans ce que j'appelle mes convictions. Donc, ça veut dire qu'il y a un chemin qui est balisé, il y a une feuille de route qu'il ne dévoile pas, qu'il garde dans lui secret, le sachant, un animal politique très rusé aussi. Soro, c'est dans l'arène depuis la Fessie. Donc, si vous avez un calendrier qui, souvent, dans le cadre des élections, et surtout présidentielles, tend à faire de vous un candidat, on ne se livre pas à l'arène de cette manière. Vous prenez le cas des déclarations du président Ouattara, on en arrivera sur RFI ce matin, et on lui posait la question par rapport à un dauphin. Il a dit, mais vous avez vu ailleurs qu'on ne livre pas ces dauphins à la posture. Que certains ont dû attendre quelques semaines avant de dire, voilà la direction. Il voulait parler du président Kabila. C'est vous dire quoi? Soro est dans une posture où, oui, à le voir, à l'entendre, oui, il estime. Et il a dit, j'ai été ministre de ceci, j'ai été président. Donc, il nous a montré la voie, c'est-à-dire le parcours qu'il a eu, en disant, bon, s'il me reste quelque chose que je n'ai pas encore fait, c'est la présidence. Il le dit de manière pas assez claire. Mais pour un lecteur politique, il nous revient de voir que Soro a des ambitions présidentielles. Ça, c'est clair et net. Donc, selon vous, il est candidat pour 2020? À mon avis, je ne vais pas me lancer très tôt, parce que tout n'est pas encore dit au niveau de la CPI par rapport au président Gbagbo. Il se pourrait qu'il revienne. Et d'autre part, il y a des négociations qui sont entamées entre lui et puis le président Bédié. Personne n'en sait le contenu. Et de l'autre côté, le président Bédié dit aussi avoir pris contact avec le président Gbagbo. Donc il y a un rassemblement qui se fait de l'autre côté. Donc il doit y avoir sûrement une grosse bataille politique pour les élections 2020. Et Metiefa, Guillaume Kibafo Soro candidat pour 2020, vous y croyez? Oui, pourquoi pas. En fait, il a travaillé pour. Et quand vous regardez, je dis, son riche parcours politique, conformément à son âge, par rapport à son âge, c'est rare en Afrique. Il fait partie de rares exceptions qui, à cet âge-là, a occupé pratiquement toutes les fonctions politiques. Il ne lui reste que le fauteuil présidentiel. Dès lors qu'il a cela dans son viseur, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste à élaborer des stratégies pour y arriver. Et pour le faire vraiment, il a besoin d'indépendance. Il a besoin d'autonomie. Il a besoin de liberté pour pouvoir aller vers qui il veut. Je crois que rien ne vous surprendrait si je vous disais que depuis longtemps qu'il était en pourparlers avec le président Henri Konan Bédié. Souvenez-vous, je l'avais dit ici avec le coach Pognon, comme quoi, au fur et à mesure que les Ivoiriens vont se rapprocher de 2020, je lis une implosion de cette alliance RHDP qui ne fonctionnera pas lorsque
le président Ouattara donnera son candidat. Parce qu'on pouvait quand même lire que le candidat que le président Arikona Bédié présenterait, c'est lui-même. Il en a le droit. Dites-moi, pour quelle raison il n'en a pas le droit? On s'est entendu, je vous ai soutenu. Maintenant, c'est mon tour pour que vous me souteniez. Du point de vue de la Constitution, qu'est-ce qui dit que lui, il n'est pas encore présidentiable? Rien ne le dit. Dès qu'il s'est amené, vous-même, vous avez vu la réaction de son frère. C'est normal qu'à partir de ce moment-là, les amas soient rompus entre eux. Pendant ce temps, Guillaume Soro courait depuis 3 ans pour se faire recevoir par le président Gbagbo. Ce n'est pas un secret. Il l'a dit publiquement. Je présenterai mes excuses au président Gbagbo. J'irai le voir, je lui rendrai visite. Ça lui fait quand même 2 points nodaux sur lesquels il pourrait s'appuyer pour faire quelque chose. Lui, en 2020, il ne va pas pour faire une aventure. Alors, lorsque vous regardez bien, vous scrutez bien le RHDP actuel, tel que vous le voyez, par rapport aux défis et aux enjeux politiques de 2020, un pays comme la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est facile d'épouser la logique du Dauphinat? Le président Ouattara lui-même l'a souvent dit, je quitterai le pouvoir en 2020 en le cédant à un jeune. Ça, c'est sa conception à lui. Ce n'est pas lui qui désigne qui serait président ou qui ne le serait pas. Lui ne peut désigner que celui qui, dans son cas, éventuellement, pourrait le remplacer en portant l'étendard de son alliance. Qui donc serait l'Oisora? Ah non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et je ne perds pas mon temps à réfléchir là-dessus parce qu'il faut faire attention. C'est comme des agents de renseignement. Vous pouvez placer un pignon et vous savez que ce pignon-là est parti pour être grillé. Et vous avez 2 autres pignons qui sont derrière, qui sont des pignons relais. Et en fait, vous savez que c'est le 3e pignon qui est le vôtre. Je ne voudrais pas soupçonner Ahmed Bakayoko ou Adama Bictogo ou Koulibaly ou Duncan. Non, je reste là et puis je suis en train d'observer. Et qu'est-ce qui pourrait dire en fait que ce n'est pas parce que le président Ouattara a aussi envie d'être candidat à un autre mandat que tout ceci ou tout ce drame politique se joue en Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisqu'il l'a aussi dit lors d'une sortie, rien techniquement ne l'empêche de candidater puisque nous sommes dans une nouvelle république. Au vu de la nouvelle constitution, quand vous lisez bien le texte, mais il n'y a rien qui l'empêche d'être candidat, d'avoir un 3e mandat. Au vu de la nouvelle constitution, il n'y a rien qui empêche le président Ouattara d'être candidat. Par contre, il faut noter que en suivant la logique de mon co-débatteur, ben oui, c'est risqué d'annoncer là sur la place publique que voilà mon dauphin, voilà, il se fera abattre avant même que les hostilités ne commencent. Vous avez bien vu le schéma de Kabila. Il a attendu et personne ne pouvait s'imaginer qu'il doit être son premier ministre, je crois, c'est ça, hein, Ramazani, comme étant son dauphin. Personne ne pouvait le savoir. Et mieux, quand vous suivez l'interview du président Ouattara ce matin, il disait, si j'ai bonne mémoire, il disait, oui, dans l'arène, au sein du RHDP, parti unifié, il y a quand même 2, 3, 4 personnes. Et le journaliste a poussé sa curiosité de savoir, pouvez-vous les nommer? Il dit, ah non, vous ne me demandez pas, il ne va pas les livrer. Vous voyez, le jeu devient de plus en plus compliqué. Parce que je vous avais parlé du côté un peu militaire de cette crise-là. Pour moi, c'est une petite crise qui, au fait, a été jouée avec une grosse habileté. Ça aurait été ailleurs, ça allait s'enflammer. Vous voyez, le président Guillaume Soro, on lui a attribué la paternité de la rébellion. Je dis ça comme ça. Je ne suis pas là-bas. D'accord? D'autre part, lui-même, de temps en temps, il le sort, il fait savoir en disant oui. Donc, de facto, toutes les crises qui se sont produites avant même la révision de la Constitution au niveau militaire, toutes les rébellions que vous avez vues là, mais lui était de facto automatiquement
attribué. À un moment donné, il a dû sortir pour dire non, je ne suis pas du genre à poignarder dans le dos. Moi, le président Ouattara, c'est comme un papa. Je suis resté dans ma ligne, je reste fidèle jusqu'au bout. Pour apaiser les cœurs. Mais néanmoins, le président Ouattara n'a pas mordu. Il est rentré dans sa stratégie aussi. Il s'est dit que, bon voilà, si ça continue comme ça, et que tous les 3 mois, il doit y avoir des crises, on finira un jour à ce que ça finisse par les arbres. Donc il a dû faire en lui un remaniement très rapidement. Comme vous avez remarqué, il y a eu la défection de le ministre Ahmed Bakayoko, qui était à l'intérieur, est passé à la défense. Sachant que le point focal de toute cette rébellion-là venait de la défense. Depuis qu'il est là, vous avez vu, tout s'est calmé. Donc, il y a un certain nombre de points au niveau de la rébellion, des points d'achoppement, comme les PDM, des trucs comme ça, qui ont été rapidement réglés. Bon, dans la troupe aujourd'hui, on peut dire que voilà, Ahmed Bakayoko, il tient la troupe. Il a la main. On est d'accord, ça c'est sur le plan militaire. Mais sur le plan politique, Ahmed Bakayoko aussi, il s'affirme. Vous le voyez, il pose des actes. Il pose des actes qui montrent que 2020 n'est pas loin et qu'il peut rentrer dans la danse. Mais ma troisième analyse, c'est celle-ci. C'est que si le président Gbagbo était complètement libéré et qu'il était candidat aux élections de 2020, souffrait qu'aucun de ces jeunes-là n'y ait eu aux élections. Le président Ouattara sera candidat. Moi, c'est mon analyse. Mais si le président Gbagbo était complètement HS, c'est-à-dire mis sur la touche, je crois que le président Ouattara aurait cette hauteur d'homme politique de laisser aller les jeunes. Et là, vous verrez, le président Bédié va tomber comme une pomme. C'est mon analyse de la chose. Donc, en conclusion, chacun affûte ses armes. Et bon, l'avenir nous dira. Le terrain est donc encore complètement ouvert. Rien ne dit si le président Ouattara sera candidat ou pas, ou s'il va réellement confirmer un dauphin ou pas. Je vous l'ai dit, honnêtement ici, je ne le lui conseille pas. Pour tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, je ne le lui conseille pas, mais il peut toujours s'aventurer. On est là pour faire le bilan. Nous sommes jeunes, on apprend. Et puis, l'Afrique doit surtout apprendre de ses erreurs. Que les faits, parce qu'en matière d'analyse politique et en matière de stratégie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de faits isolés. Tout est mis ensemble et puis vous allez voir, ça donne quelque chose. Pourquoi c'est maintenant qu'on libère le président Gbagbo? Quelles qu'en soient les conditions, qu'il soit en Belgique ou à Yokohama, le président Gbagbo reste ce qu'il est. La nuit où il y a eu une tentative d'annonce de sa libération, vous avez vu ce qui s'est passé à Yopougon, à Treichville, à Gagnoa, un peu partout dans la Côte d'Ivoire, c'est pour vous dire que ceux qui l'ont libéré maintenant ont toutes les raisons que vous et moi, nous ne connaissons pas. Qu'il soit là ou pas, qu'il soit candidat ou pas, que Bédié soit candidate ou pas, si le président Ouattara se représente, M. Hamzat disait tout à l'heure un 3e mandat. Il n'a pas dit un 1er mandat. Il a dit un 3e mandat. Et personne ne peut dire que ce n'est pas un 3e mandat. Et peu importe le type de constitution ou de république considérée, c'est un 3e mandat. Si lui, il a fait 2 mandats, au total 10 ans, Henri Konan Bédié en a fait 10, et que Gbagbo en a fait 10, j'ai dit ici, les compteurs sont équilibrés, tout est remis à zéro. Cette génération ira s'asseoir pour conseiller une nouvelle génération, celle qui directement les suit. Parce qu'il ne faut pas oublier, beaucoup de gens l'ignorent ou l'oublient à dessein. Guillaume Soro a été formé par qui? Par Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui a fait de Blé Goudé ce qu'ils sont à partir de la FECI au moment où chacun d'eux avait passé. Il a servi qui avec toute cette connaissance-là? Alassane Ouattara. Mais quelque part, il tend l'oreille pour écouter du côté d'Henri Konan Bédié. Donc, il fait partie de cette génération-là qui est au milieu de ces grands hommes politiques, de fins stratèges, de fins animaux politiques dont il est entré quelque peu dans les confidences. Donc, il fait partie de ceux qui semblent être prêts. C'est la même chose avec les Adama Bitogo. Enfin, ils se connaissent, on les connaît. Et on sait que si la Côte d'Ivoire n'est pas dans de la statique politique, mais plutôt dans la dynamique politique,
c'est leur temps à eux. Ils viendront faire leurs preuves et on va voir ce que ça pourrait porter, pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais également à l'Afrique. Alors, on a vu le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kiba-Fori-Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale, il ne l'est plus, il a démissionné. Il était rentré dans, je crois, il a assisté plus ou moins à plusieurs réunions du RHDP, Parti unifié. Il a été physiquement à l'une des réunions. Il a même été nommé vice-président du nouveau parti unifié, l'un parmi les 20 vice-présidents du parti. Finalement, il a décidé de se rétracter. Est-ce que selon vous, c'est le cheminement de ces, je dirais, le cheminement de ces échanges avec, pourquoi pas, d'autres personnalités politiques aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au dehors? Est-ce que, selon vous, il est temps pour lui de larguer les amarres? Est-ce que cela se défend? Parce que on a l'impression qu'autour de lui, il y a quand même des hommes politiques qui prennent des coups. On a vu, notamment Souleymane Kamaraté Koné, qui a été déposé en prison pour une affaire de cache d'armes dans une villa qui lui appartenait. On a vu aujourd'hui l'honorable Alain Louboyon qui est déposé en prison pour 1 an au moins, même si le procès en appel ne s'est pas encore passé. On voit qu'il y a des personnalités autour du président Guillaume Soro qui prennent des coups. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité qu'il soit lui-même inquiété d'ici 2020 pour des affaires qui auraient pourquoi pas été créées de toutes pièces pour lui nuire, ou des affaires véritables qu'on pourrait lui reprocher? Certainement, certainement. Le président Guillaume Soro souffre que je le dise ici, que ça plaise ou pas, c'est un homme averti. Vous devez remarquer que tout ce qu'il pose comme acte, mais il ne le fait jamais sans consultation. Moi, j'ai jamais, pour le peu que je connaisse de lui, c'est quelqu'un qui ne fait rien sans consultation. Il écoute toujours les uns les autres, et même les voix défavorables. Je vous avais dit à l'entame de cette émission que le président Soro, si nous prenons cette crise-là du point de vue militaire, vous voyez, je vous ai développé un peu ce qui se passe au niveau de la défense. Aujourd'hui, le président Soro est complètement, à ce que je vois et je constate, est complètement réduit de ses soutiens militaires. Et vous les voyez, il déclare, c'est comme zone-là. Bah, avec le président Ouattara, on est bien. On nous a payé, nous payons. Maintenant, on est dans nos galons, on est tous, voilà, on est bien. Ça veut dire que celui avec lequel on a travaillé pour faire porter le président Ouattara, on n'en parle plus. Donc, militairement, il se sent un peu affaibli. Et partant de la stratégie de conquête de pouvoir, si sur le plan militaire, vous n'avez pas des assises, sachant que vous avez été un ex-rebelle, je ne crois pas que ce soit la politique qui puisse vous porter au plus haut niveau. Il faut d'abord s'assurer ses arrières. Il faut pouvoir vivre jusqu'en 2020. Quand je dis vivre, je n'ai pas dit qu'il sera abattu, je n'ai pas dit qu'il va lui arriver mal, mais il va falloir pouvoir être en sécurité, être tranquille, avoir le moral haut et fort et sain, n'est-ce pas, et que son entourage aussi. Et ce n'est pas le cas actuellement, puisque son entourage est frappé politiquement. Tous ceux qui lèvent le petit doigt, allez, on les envoie de l'autre côté. Donc, ceci étant, il a de quoi s'inquiéter. Et quelqu'un a dit, il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Donc pour vous, c'est le bon moment. Ah ben oui, il fallait qu'il se désengage, moi, à raison ou à tort, de ce poste-là qu'il dit lui-même être prestigieux de l'Assemblée nationale. Et ceci lui laisse le temps, comme l'a dit mon co-débatteur, maintenant d'avoir en face de lui tout le champ qu'il lui faut pour faire sa bataille. Mais il faut reconnaître que l'homme est un animal politique, un véritable animal politique. Vous le voyez souvent, il n'est pas dans du blablabla. C'est pas le genre de monsieur à se faire des déclarations tapageuses partout, à tout point de rue. Il observe, il analyse, il consulte. Quand ça va, il avance. Quand ça ne va pas, il s'arrête. Il sait s'arrêter. Je pense que c'est mon avis. Permettez-moi de nuancer quelque chose. Bon, moi, je n'ai pas peur pour la sécurité physique du président Soro, pour qui connaît ses origines profondes. N'oubliez pas, il a loupé plusieurs attentats.
il s'en est toujours sorti sans égratignure, sans perdre un seul cheveu. S'il sait ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il sait d'où il vient. Et il sait avec quel vieillard il est de connivence et comment ça se passe sur la terre de ses ancêtres. Moi, je n'ai pas peur pour lui par rapport à cela. Ce qui constitue plutôt, moi, mon problème, ce sont d'éventuelles affaires, d'éventuels dossiers lourds en termes d'intégrité de l'État ivoirien, d'éventuels dossiers contenant des armes qu'on peut déposer sur la table, qui peuvent l'accabler d'une manière ou d'une autre. Mais là, bon, il ne partira pas seul. S'il devrait partir, je crois qu'il a plein de choses emballées en lui que lorsqu'honnêtement, dans un procès équitable, où la seule chose qui est recherchée, c'est la vérité, s'il se met à faire des déballages, je crois que la Côte d'Ivoire serait atomisée. Ne serait-ce que par rapport à nombreux dossiers où lui-même est acteur d'une manière ou d'une autre. Personne n'a un enfant ici. Les faits existent et on les connaît. Parce que la question fondamentale à laquelle nous devons répondre et qui, à mon avis, est la trame de cette émission, c'est pourquoi il refuse de se rallier au RHDP. Moi, je dis que je pense qu'il a fait la lecture que cette alliance ne gagnera pas le pouvoir. C'est tout. S'il a la conviction que le RHDP gagnerait le pouvoir en 2020, dites-moi pourquoi il va refuser de se rallier? Pourquoi? Quelle raison fondamentale a-t-il de dire non, je veux me décharger ou... Parce qu'il n'est pas porté candidat de cette coalition-là. Non, c'est pas, ça c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Mais si... Est-ce que son envie de compétir pour 2020 ne peut pas justifier qu'il quitte la coalition RHDP? Oui, mais attention, si on vous propose une coalition à l'intérieur de laquelle vous savez que quoi que l'on dise, il y a la victoire. C'est-à-dire, vous êtes un footballeur, on vous propose de jouer dans une équipe qui a comme attaquant de pointe Lionel Messi. Et on vous propose une équipe, je ne sais pas, qui a comme attaquant de pointe, je ne sais pas, le footballeur de mon village. Vous choisirez quoi? C'est la même chose ici aussi. Il estime que cette alliance, parce que, je vous ai dit, il est en pourparlers avec le président Gbagbo, d'une manière ou d'une autre. Il est en pourparlers avec le président Henri Konan Bédié et avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils se disent? Nous, on ne peut pas savoir. Vous ne voyez pas que c'est plutôt autour d'Alassane Ouattara que l'étau se resserre. Dites-moi, il est avec qui aujourd'hui, de façon sincère? Quel homme politique sérieux, avec beaucoup de poids et de crédit, ayant fait quelque chose pour écrire l'histoire politique contemporaine de la Côte d'Ivoire, vous l'avez vu aujourd'hui? Il n'y en a pas. Tous ceux avec qui il se serait mis sont des gens qui ont été révélés probablement après la crise en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, de gens sérieux, capables de faire bouger les lignes, qui ont effectivement de fiefs, qui se sont fait ou qui doivent très peu de gens, de très peu de choses aux gens qui les ont fait. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et moi, je crois que cette lecture, elle n'est pas fausse. Cette lecture n'est pas du tout fausse parce que dans tout cela, on n'a pas encore parlé de Laurent Gbagbo fondamentalement. Or, c'est l'une des donnes évidentes avec lesquelles il faut compter pour le scrutin présidentiel de 2020. Pratiquement, il est relâché avec son homme de main, Blé Goudé. Alors, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a, comme qui dirait, un retour de la violence verbale dans les échanges politiques. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer selon vous? C'est toujours 2020 ou bien on a l'impression que les hommes politiques aussi, aujourd'hui, commencent à s'envoyer des flèches et cela participe aussi de la psychose parce que le peuple ivoirien n'a pas du tout envie de revivre la scène qui s'est produite des années auparavant. La violence verbale, elle est déjà dans le langage ivoirien. Je ne sais pas si vous connaissez les Ivoiriens. J'en compte beaucoup qui sont des amis. Ils ne vont pas vous placer 2-3 mots sans qu'il y ait une envolée verbale. D'accord? Et sur le plan politique,
la Côte d'Ivoire est quand même l'un des pays où les partis politiques sont mieux organisés. Les gens cotisent au niveau des partis politiques en Côte d'Ivoire. Ils cotisent pour des manifestations, les carnets, comment vous appelez ça, les cartes de membres. Les cartes de membres sont régulièrement bien partout, mais tout est bien organisé en Côte d'Ivoire. Et mieux, le parti qui le fait le mieux, c'est le PDCI. D'accord? Et Guillaume Soro, tout le monde lui plaide des intentions présidentielles. Mais quand vous voyez la carte politique de la Côte d'Ivoire, il faut être issu aussi d'un grand parti. Le président Soro Guillaume, ce n'est pas le cas actuellement. Quel est son parti politique? Il se murmure que le parti sera créé dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, c'est vous dire que... Il y a un mouvement qui est né et qui entend aller en congrès pour l'érection d'un parti politique. Oui, un parti politique jeune, mais qui va jouer sur quoi pour arriver à cette élection? Donc, il va falloir... Le jeu d'alliance. Exactement, le jeu d'alliance. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est facile d'aller vers ce jeu d'alliance? J'appuie mon co-débatteur sur le fait que le président Ouattara se retrouve seul. Il est dans une barque qui est en train de... Je ne sais pas moi, ça va dans tous les sens. J'ai écouté et j'ai même une copie de son interview politique ce matin sur RFI. Je donne un courage indien. Il compte sur des rapports qui vont. On a vu dans le cas des hommes comme Compaoré, quand il était au palais, les rapports qui venaient lui disaient, Monsieur le Président, la situation est sous contrôle. Alors que le feu était à sa porte. Donc, ceux qui renseignent le président Ouattara en lui disant, oui, ça va aller, tout ça, mais ils ont tous été les rendez-vous. Moi, comme il le dit, son analyse n'est pas du tout fausse. Ils sont partis complètement. Le président Bédié, lui, il a dit maintes fois, il a réaffirmé. Le président Soro, le fait de le dire, de dire que voilà, ça ne convient pas avec mes convictions politiques, je m'en vais. Et mieux, quand même, j'ai été un officier, n'est-ce pas, des unités tactiques. Mon ennemi est votre ennemi. Quand on est en collaboration sur n'importe quel champ de combat, sur n'importe quel type de théâtre de combat, à partir du moment où vous avez un ennemi, il devient de facto mon ennemi si nous avons des accords. Alors, si le président Soro va déclarer, j'irai voir le président Gbagbo, je vais lui demander pardon. À l'autre, écoutez, il faudrait qu'il commence à se poser des questions en disant, mais le petit fait quoi? Excusez-moi. Monsieur le Président, pas petit, mais le jeune homme, il fait quoi? Le président Ouattara allait se poser des questions. Et n'oubliez pas qu'autour du président Ouattara, quand même, il y en a d'autres aussi qui veulent le fauteuil. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, il a un propriétaire. Et le propriétaire aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. D'accord? Voilà. Laissez-moi aller. En une petite minute. Le président Ouattara, étant donné qu'il est dans cette logique, n'est-ce pas, de ne pas dévoiler un pion ou un autre, ou un dauphin ou un autre, accepter quand même que le président Soro aussi se mette aussi de son côté, commence à réfléchir pour 2020. De toute manière, cette bataille-là sera une bataille politiquement féroce. Voilà, politiquement féroce et une bataille pour la paix, surtout. Et mais tu as fait un mot de fin, rapidement? Non, c'est pour vous dire, en définitive, que 2020 est la date fatidique. Nous espérons vivement que la Côte d'Ivoire se maintienne dans la paix et la stabilité. Parce que, qu'on le veuille ou non, en Afrique de l'Ouest, avec le Sénégal, c'est le couple franco-allemand de l'Union européenne. Donc nous espérons aussi en Afrique avoir ces genres de couples et faire en sorte que celui qui a le meilleur projet de société pour donner de l'eau, de l'électricité, des routes, de la santé, meilleur développement agricole à la Côte d'Ivoire, gagne les élections. Voilà, rien à rajouter. Vous êtes Aimé Tchefa, sociologue expert en stratégie de développement. Face à vous aujourd'hui, il y avait Souleymane Hamzat, spécialiste des questions de protection et de sécurité, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Messieurs, ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.